Donc nous allons consacrer cette heure à la question du cynisme révolutionnaire, la question de savoir si tous les moyens sont bons pour parvenir à sa fin. La fin justifierait-elle les moyens? Oui. FIN. Oui, oui. Bah alors, en parlant de fin FAIM, comme l'écrivait Balzac, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. C'est une expression dont la paternité peut être attribuée apparemment à Balzac. Oui, oui, tout à fait, on fait le C. Alors, il y avait une blague en Union soviétique qui consistait à poursuivre la citation de Balzac en disant « Le problème, c'est qu'il n'y a plus d'œufs et il n'y a toujours pas d'omelette. » Le problème, c'est qu'il n'y a plus d'œufs et il n'y a toujours pas d'omelette. Donc, que signifient ces deux citations? La première citation signifie que il serait naïf de ne pas sacrifier un certain nombre de principes sur l'autel du bien. Parfois, pour faire le bien, il faut utiliser des moyens qui ne sont pas moraux. Et il faut être prêt à se salir les mains pour agir pour le bien de l'humanité. La devise révolutionnaire par excellence. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, la fin justifie les moyens. Mais dire, comme le faisaient certains citoyens de l'Union soviétique, que non seulement il n'y a plus d'œufs, mais en plus il n'y a toujours pas d'omelette, cela signifie que, à force d'utiliser des moyens immoraux, on finit par perdre de vue la finalité des moyens qu'on utilise. Oui, à force d'utiliser des moyens qui ne sont pas moraux, on finit par perdre de vue la fin, le but qu'on poursuivait à l'origine. Et par conséquent, on retrouve le vieux dilemme de l'efficacité et de la moralité. Alors c'est une blague, hein, c'est une plaisanterie. Les Russes disaient le problème c'est qu'il n'y a plus d'œufs et il n'y a toujours pas d'omelette. À force de casser des œufs, effectivement, à la fin il n'y a plus que des œufs cassés. Bah, quand on crève de faim, effectivement. Alors, Kant va essayer de résoudre ce dilemme, de surmonter ce dilemme dans un essai qui date de 1795, soit 6 ans après la prise de la Bastille, 2 ans après l'année de la Terreur en France, vers la paix perpétuelle. On va lire ce texte, oui. Le dilemme, c'est d'accord, il faut que mes intentions restent pures, il faut que mes intentions soient morales,
mais en même temps, il faut qu'elle soit efficace. Pour que mon intention puisse être concrétisée, il faut que mes actions soient efficaces. Okay. Le révolutionnaire dit, bah, en fait, il faut être d'abord efficace. L'omelette, on verra après. Et l'individu moral va dire, bah non, ce qui compte, c'est d'une certaine manière la finalité, l'efficacité, au fond, doit être reléguée au deuxième plan. Et Kant va justement essayer de résoudre ce dilemme. Et on va lire ce texte maintenant. Le politique moral aura pour principe que s'il s'est glissé des défauts, soit dans la constitution d'un État, soit dans les rapports des États entre eux, le principal devoir des chefs est d'y faire aussitôt des amendements conformes au droit naturel établi sur la raison, du style même sacrifier à ces changements leurs propres intérêts. Non point qu'ils doivent rompre violemment les liens de la société civile et cosmopolitique avant même que d'avoir une meilleure forme à substituer à l'ancienne. Une opération aussi brusque n'est pas moins désavouée par la morale que par la politique, mais ce qu'on peut exiger des gouvernants, c'est qu'ils aient toujours devant les yeux le devoir d'opérer ces réformes et de tendre par des progrès continuels vers la meilleure constitution possible. Un État peut avoir un gouvernement républicain alors même qu'il laisse encore subsister le pouvoir despotique d'un maître, jusqu'à ce que le peuple cède enfin à la seule autorité de la loi, comme si elle avait une puissance physique et qu'il soit d'être son propre législateur, ainsi que son droit primitif l'exige. Là, c'est du Rousseau. C'est quasiment du Rousseau dans le texte. La puissance physique de la loi, être son propre législateur, ainsi que le droit primitif l'exige, c'est du Rousseau. Quand même une révolution violente, nécessitée par les vices du gouvernement, aurait amené, par des voies injustes, un meilleur ordre des choses, il ne serait plus permis de faire rétrograder le peuple vers son ancienne constitution. Quoique chacun de ceux qui, pendant la durée de cette révolution, y ont participé ouvertement ou clandestinement, ait encouru le juste châtiment de la rébellion. Quant aux relations extérieures des États, on ne saurait prétendre qu'une nation renonce à sa constitution, fût elle-même despotique, et par conséquent la plus redoutable aux ennemis du dehors, aussi longtemps qu'elle se trouve exposée au danger d'être absorbée par d'autres États. Il faut donc que cette réforme puisse également être renvoyée à une époque plus favorable. Alors je crois que vous avez une note. Telles sont les lois permissives données par la raison. On peut différer l'abolition d'un droit injuste jusqu'à ce que tout soit préparé de soi-même pour une régénération, ou que la maturité soit amenée par des voies pacifiques, car une constitution juridique, quoique imparfaite, vaut mieux que l'anarchie, qui résulterait infailliblement d'une réforme précipitée. La sagesse se fera donc un devoir de réformer l'état actuel des choses, conformément à l'idéal du droit public, mais elle ne se servira point des révolutions que la nature des choses peut amener pour s'autoriser une oppression plus tyrannique encore. Elle en profitera au contraire pour établir par des réformes solides sur des principes de liberté une constitution légale, la seule qui soit de durée. Alors, quel est le principe du politique moral? Si on devait être brutal, on dirait que ce principe est l'opportunisme. Au sens strict du terme. Un bon politique, pour Kant, est un opportuniste, c'est-à-dire quelqu'un qui recherche systématiquement l'opportunité que lui confère, que lui apporte l'histoire. Le hasard des événements. Et l'attitude du politique moral va consister à avoir toujours en tête l'idéal d'un ordre politique plus juste, tout en profitant des occasions de l'histoire, qui peuvent être des crises, des révolutions, des coups d'État,
des guerres civiles, etc. Bref, des événements plutôt sanglants. Profiter de ces occasions pour réformer le pays, réformer l'État. Alors, il y a deux points qui doivent être soulignés parce qu'ils semblent pouvoir aller en tension, pouvoir entrer en tension. Premièrement, Kant va subordonner ces réformes, il va conditionner ces réformes à un impératif qui est pour le coup, en tout cas qui semble être catégorique, la survie de la nation. Par exemple, si la Constitution est despotique, c'est-à-dire si le pouvoir est entre les mains d'un seul, mais si la nation est menacée par une invasion extérieure, il ne faut pas entreprendre de réformer le pays à un moment où le pays est menacé d'une invasion extérieure. Il faut remettre au calendrier grec, il faut remettre à plus tard la réforme de l'État. Et donc au fond, si le politique moral doit profiter des occasions offertes par l'histoire, il doit aussi faire attention à ne pas bouleverser trop l'ordre de la société. Au fond, même dans la Révolution, le politique moral doit se montrer réformiste. Il faut faire en sorte de ne pas brusquer les choses. Quand ce sont d'autres qui brusquent les choses, il faut en profiter, mais il ne faut pas inciter à la révolution. Alors, il y a un deuxième point qu'il faut souligner, c'est que Kant pense que la politique morale, le politique moral, pardon, ne doit pas seulement s'intéresser aux affaires de l'État, mais aussi aux relations entre États. Je pense que vous me voyez me voir avec mes gros, vous voyez venir avec pardon, mes gros sabots, j'introduis le cours sur l'État. Il ne doit pas simplement s'intéresser à la réforme de l'État, il doit s'intéresser aux relations entre les États. Autrement dit, aux relations internationales. Ou interétatiques. Alors, et Kant affirme que le politique moral doit rechercher la justice également dans les relations entre les États. La justice, il doit rechercher la justice dans les relations entre les États. Oui. C'est un homme politique, oui, tout à fait. C'est pour ça qu'il met un grand P à politique. Or, il nous semble qu'il y a une difficulté, et c'est précisément celle qui va faire l'objet du cours suivant. C'est autant le domaine de la morale peut être pertinent, et encore, pour la politique intérieure.
C'est-à-dire qu'on peut considérer effectivement que certains idéaux moraux doivent orienter la politique à l'égard de sa propre nation. Autant la question de la morale dans les relations internationales, il faut que je reste sérieux, c'est une question qui semble absurde. Utopique en tout cas, ouais. Oui, la moralité dans les relations internationales. Quiconque a fait un petit peu de droit international, c'est-à-dire du droit des États-Unis en fait, sait que le droit international, c'est l'expression d'un rapport de force économique entre les États-Unis et le reste du monde. D'où notre prochain chapitre en fait, que nous allons attaquer tout de suite. L'État. Chapitre la liberté, la justice, la morale. Chapitre 4, il me semble. Chapitre 4, l'État. Oui. Alors, bonne question. Une conclusion? Tout à fait. Je peux vous dicter une conclusion en bonne et due forme. Vous avez raison. Je le fais trop peu. Il faut dire que, bon, c'est triste une conclusion. C'est comme le mot fin à la fin des films. Moi, je préfère James Bond reviendra après le confinement. Ainsi, pour savoir ce qu'il faut faire, avoir une connaissance théorique de la règle d'action suffit rarement. Avoir une connaissance théorique de la règle d'action suffit rarement. Dans le domaine des actions techniques, s'il peut parfois suffire de suivre un mode d'emploi, l'agent ne peut apprendre et se parfaire. L'agent ne peut apprendre et se parfaire qu'à la condition d'avoir une vue d'ensemble de ce qu'il est en train d'accomplir. Qu'à la condition d'avoir une vue d'ensemble de ce qu'il est en train d'accomplir. Et de comprendre le sens de son acte. L'expérience est justement cette compétence. L'expérience est justement cette compétence apprise au cours de l'existence. Qui nous aide
à adapter, qui nous aide à adapter la règle générale aux circonstances dans lesquelles nous sommes placés. Mais, comme le suggère Aristote, durant son thé, ni la connaissance de la loi, ni l'habileté ne suffisent à agir conformément au devoir. La vertu morale requiert davantage. Davantage en un seul mot. La vertu morale requiert davantage. La volonté de sacrifier ses intérêts personnels pour le bien des autres. Dès lors, la règle morale doit certainement orienter nos rapports sociaux, mais elle ne peut pas être le seul critère de nos actions. La règle morale doit certainement orienter nos rapports sociaux, mais elle ne peut pas être le seul critère de nos actions, sous peine de les rendre inefficaces, voire injustes. Voilà. Il y a encore quelques lignes, mais on peut s'arrêter là. Vous voyez, c'est pas dans un premier temps on a vu que, dans un deuxième temps on a vu que, dans un troisième temps on a vu que. C'est une réponse qui est synthétique. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ça ressemble à ça une conclusion en gros. Ok. C'est-à-dire que c'est pas un résumé. C'est ça qu'il faut comprendre avant tout. C'est vraiment une réponse argumentée à la question. Alors, comme la question était ouverte, la conclusion est un peu longue. C'est normal. L'État, chapitre 4. Vous avez le cours sur l'État tapé in extenso. Donc ça fait 22 pages. Et comme Brad Pitt le dit à la fin d'Inglourious Basterds,
c'est peut-être mon chef-d'œuvre. En gros, c'est un gros cours, quoi. C'est vrai. Vous tapez ça, et vous tombez sur l'état, normalement, à la fin de l'année en contrôle terminal. Il n'y a pas de problème, vous avez de quoi dire. Alors, le sujet que nous allons traiter, c'est que devons-nous à l'État? Que devons-nous à l'État? Et ce que je voudrais faire, c'est analyser le sujet avec vous, en montrer la singularité et revenir sur des points de méthode et aussi revenir sur des points, préciser certains points peut-être du corrigé, enfin plutôt du cours. Okay. Normalement, vous avez le cours en entier, ainsi que les textes que j'ai intégrés directement, soit dans le corps du texte, soit en note de bas de page, le plus souvent. Mais c'est vraiment assez complet. Que devons-nous à l'État? Que devons-nous à l'État? Il y a une remarque que vous devez me faire immédiatement à propos du sujet. Oui, non. Il y a sur la forme de la question, sur le type de question. On a traité les sujets suivants. Être libre, est-ce pouvoir faire ce que l'on veut? La loi peut-elle être toujours juste? Le droit peut-il être toujours juste? Pouvons-nous savoir ce qu'il faut faire? Et là, que devons-nous à l'État? Ouais. Non, c'est pas ça. Oui. Ce n'est pas une question à laquelle on peut répondre par oui ou par non. À moins d'être complètement idiot, effectivement. Que devons-nous à l'État? Oui. Euh, non, effectivement, ce n'est pas une question à laquelle on peut répondre par oui ou par non. Or, je vous avais dit que c'était quand même la manière la plus sûre de problématiser, au fond, c'était d'opposer deux thèses, un oui et un non. Là, manifestement, ça ne va pas pouvoir marcher précisément parce qu'on n'a pas cette prise sur le sujet. Donc ça, c'est vraiment ce qui fait la singularité, l'originalité de ce sujet, c'est que ce n'est pas une question par laquelle on peut répondre par oui ou par non, ce qui pose une autre question, du coup, comment est-ce qu'on va faire pour problématiser? Comment est-ce qu'on va trouver un problème? Alors, comme toujours, c'est en faisant l'analyse du sujet qu'on parvient à trouver un problème. Deuxième remarque, dans un sujet de dissertation, ça c'est vraiment le truc à comprendre. Le truc à comprendre en dissertation. Une fois que vous avez compris ça, au fond, vous savez analyser un sujet. Il y a toujours un thème, c'est le sujet du sujet, on va dire. Un sujet de dissertation porte sur une notion principale. Et il y a toujours des notions qui sont à l'extérieur du programme, qui ne constituent pas, en apparence, le cœur du sujet. Et c'est ces notions-là qui sont les plus importantes. La notion la plus importante du sujet, ce n'est pas l'état, c'est devoir. C'est devoir. Okay. Disons les choses comme ceci. À une certaine époque, on donnait des sujets de dissertation sous forme de notions. Par exemple, vous aviez comme sujet de dissertation le bonheur, point. L'état, point. La liberté, point, etc., etc. Bah, c'était pas compliqué. Si vous aviez eu un professeur compétent qui vous avait fait un cours problématisé sur la liberté, le bonheur, l'état, etc., etc., vous arriviez le jour du bac, vous aviez appris le cours par cœur, vous le recrachiez. Et c'est terminé. Là, vous avez des sujets de dissertation que vous n'aurez probablement pas vus en classe. Comment est-ce que vous allez faire? Okay. Il y a toujours une notion qui correspond à un chapitre. Ici, c'est l'état. Mais qu'est-ce qui va faire du sujet de dissertation ce sujet de dissertation? C'est tout ce qu'il y a autour, en fait. Okay. Si le sujet, c'était l'état, ça ne poserait pas de problème, vous ressortiriez le cours. Mais là, c'est que devons-nous à l'état? Donc, il faut s'intéresser à quoi? Beaucoup moins à l'état. Qu'est-ce qui va faire de ce sujet précis, à savoir la notion
de devoir, très clairement. Ok. C'est toujours ce qui est à côté qui est le plus important. À côté de l'État, à côté de la liberté, à côté du bonheur, à côté de la morale, etc. Vous allez avoir des notions périphériques, et c'est elles qui sont importantes. Qu'est-ce que c'est que devoir? Je vous pose la question. C'est le moment où la classe parle. Qu'est-ce qui se passe quand je dois? Ouais. Alors, c'est une obligation. Quel type d'obligation? Oui. Qu'est-ce que c'est? Alors, il y a une autorité, il y a la notion d'autorité. Ok. C'est une obligation de quel type? C'est-à-dire, il y a des obligations sentimentales, des obligations morales, des obligations légales. Légales, ok. Euh, Premier sens du devoir ici, c'est l'obligation légale. Autrement dit, pour qu'un État soit un État, il faut qu'il soit reconnu comme État. Et cette reconnaissance passe par, c'est ce que dit Hobbes, passe par la reconnaissance, Hobbes dit de sa justice, nous on pourrait dire tout simplement de son autorité politique, du caractère légal de ses commandements. Autre sens du devoir, là on l'a vu, hein, ça va aller vite. On vient de le voir, oui. Ouais, autre sens du verbe devoir. On vient de le voir, cours précédent. Attention, les poissons rouges, c'était quoi le cours précédent? Autre sens du mot devoir, un sens qu'on a vu au moins dans deux des trois parties du cours sur mo, la morale. Alors, il y a un sens effectivement du devoir, c'est l'obligation non plus légale, non pas seulement légale, mais morale. 5 heures plus tard. Mais il y a un sens encore plus, j'allais dire plus économique, plus proche de vous. Quand je dois. Ouais. C'est. Ouais, il y a une dimension sentimentale, mais de toutes les manières, il y a aussi une dimension sentimentale dans le respect moral. Non, je pensais à quelque chose de plus. Ouais. Non. Ouais. Ah oui, la dette, effectivement. Il y a le sens de la dette. Et au fond, on a trois modèles pour comprendre notre rapport à l'État, là. Euh, je vais finir par la question du devoir moral. Je vais commencer par la question de la dette. Ok. Euh, je vais aller on va dire, du plus bas, du plus vil, à ce qu'il y a peut-être de plus inquiétant parce que c'est un peu plus sublime que. Qu'est-ce que c'est qu'une dette? Une dette, c'est l'obligation, c'est une obligation de remboursement d'un emprunt, d'une faveur. Donc c'est une relation qui est au fond contractuelle,
qui repose sur un échange entre un créancier et un débiteur. La banque me prête une somme d'argent, je rembourse avec intérêt. L'intérêt étant précisément ce qui permet d'évaluer la faveur que la banque m'accorde. Qu'est-ce que ça signifie? Cela veut dire que la relation entre l'État et son sujet, entre l'État et son citoyen, puisqu'elle elle relèverait du contrat. On est chez Hobbes, on est chez Rousseau. Eh bien, elle est fondée au pire sur le consentement, au mieux sur la volonté. Chez Hobbes, c'est plutôt le consentement. Chez Rousseau, par exemple, c'est vraiment la volonté générale. Mais surtout, qui dit contrat dit possibilité de rembourser. Possibilité de remboursement. Ça, c'est le premier modèle qui permet de penser notre relation à l'État. Le modèle de la dette. L'idée qu'il y aurait une contrepartie entre ce que fournit le citoyen et ce que fournit l'État. Deuxième modèle, le modèle de l'autorité. Alors, qu'est-ce que l'autorité? C'est une question qui fait l'objet d'un essai d'Hannah Arendt que je vous ferai peut-être lire si jamais on passe en contrôle continu. Je pense vous faire lire des livres en fait jusqu'à la fin de l'année si on passe en contrôle continu. Ça sera beaucoup plus utile à mon avis que des cours sur des notions. Qu'est-ce que l'autorité? C'est ce que se demande Hannah Arendt. Hannah Arendt dit la chose suivante: l'autorité, c'est le pouvoir de se faire obéir sans passer par la contrainte. Sans passer par la contrainte. Sans passer par l'usage de la force. De se faire obéir sans passer par la contrainte. Alors je reviendrai dessus. Quand se voit-on? Demain? Demain. Ok.